Ok, bon, ben, le temps de vous installer je sais pas moi, engager le module virologie de votre cerveau, de vos cerveaux. Bon, ben, je venais de dire que, ok, on a vu vendredi dernier l'attachement et l'entrée un peu du virus de la grippe. Ok, donc pour rappel, donc ça c'est notre hémagglutinine, c'est typiquement une glycoprotéine d'attachement avec un domaine de fusion de type 1, organisé en trimères qui disposait de façon perpendiculaire à l'enveloppe virale. Donc pour vous donner un deuxième exemple, on va regarder une vidéo sur l'entrée du virus de la fièvre jaune. Cette fois-ci, donc, on a un domaine de fusion de type 2 qui sont disposés en dimères formés en foyer bêta et les dimères sont disposés à plat, c'est-à-dire parallèles à l'enveloppe virale. Donc ici, chez les dimères, donc pour les domaines de fusion de type 1, les peptides de fusion, les peptides hydrophobes qui vont s'insérer dans la membrane cellulaire, se retrouvent enfouis ici, là, dans cette région-là. Pour les domaines de fusion de type 2, les peptides de fusion sont au bout de chaque domaine de fusion. C'est-à-dire, si on imagine que c'est deux doigts comme ça, là, les peptides de fusion sont au bout des doigts. Ça commence comme ça avec les peptides hydrophobes ensemble. Ok, donc on avance. Go, go, go. Oh, chouette, il ne veut pas s'avancer. Oh, Media unavailable. C'est quoi cette histoire-là? Si. Ok, on va avancer un petit peu. Ah, d'ailleurs, ça ne va pas être de la fièvre jaune, ça va être le virus de la dengue. Mais même famille, ce sont des flaviviridés. Ok. Ok, donc on reprend que là on était il y a 5 ou 6 minutes. Donc notre particule virale va se fixer sur les récepteurs à la surface. Elle rentre par endocytose. Donc actuellement, toutes les glycoprotéines enveloppes sont à plat. Avec l'acidification, les glycoprotéines vont se mettre debout et les peptides de fusion qui sont à l'extrémité de ces dimères de glycoprotéines vont s'insérer dans la membrane de l'endolysosome. Et ensuite, la structure va se replier à nouveau et du coup, la membrane de l'endolysosome et l'enveloppe virale vont se rapprocher physiquement. Puis au bout d'un moment, les deux bicouches lipidiques vont fusionner. Et du coup, l'ARN viral sera libéré et rentrera dans le cytosol de la cellule. Okay, donc, excellent vidéo avec données à partir de l'université de Yale. Donc, oui. Non, 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 un nucléocapside. Bah, non, parce que nucléocapside, c'est un terme qui comprend acide nucléique et protéines de capside. Et là, les protéines de capside sont toujours associées à la membrane, oui.
qui sera fusionné avec l'endolysosome. Mais c'est l'ARN viral qui sera libéré dans le cytosome. Donc dans ces deux cas, le déclenchement de la fusion membranaire est stimulé, provoqué par une diminution du pH dans l'endolysosome. Ce n'est pas le seul mécanisme. Donc pour d'autres virus, par exemple les coronavirus, c'est une protéolyse partielle de la glycoprotéine de l'enveloppe qui va activer la fonction de fusion. Pour d'autres virus, ça peut être une interaction avec un corécepteur. Par exemple, pour le VIH, le récepteur du GP120, c'est le CD4. Mais pour pouvoir rentrer dans la cellule, il faut aussi que le GP120 interagisse avec le corécepteur, CCR5 ou CXCR4. Pour l'HTLV1, un autre rétrovirus humain, c'est le récepteur de glucose. Pour le virus Ebola, c'est une protéine pareil de l'endolysosome NPC1. Donc ces corécepteurs peuvent se retrouver soit à la membrane plasmique. Donc pour le VIH et pour l'HTLV1, il n'y a pas besoin d'avoir un endocytose d'abord. Tout se passe à la membrane plasmique. Interaction avec le récepteur, interaction avec le corécepteur, et c'est ça qui va déclencher la fusion membranaire. Dans d'autres cas, le corécepteur peut être également dans un compartiment intracellulaire. Donc c'est le cas pour le virus Ebola. On a interaction avec le récepteur à la surface de la cellule, internalisation dans l'endolysosome. Ensuite, protéolyse partielle, c'est ça qui va permettre l'interaction avec le corécepteur. Et finalement, la fusion membranaire. Donc c'est un truc que je trouve un peu curieux, c'est que tous les corécepteurs que j'ai vus, dont je suis au courant en tout cas, ils ont toujours de multiples domaines transmembranaires. Je ne sais pas si c'est un accident ou si c'est important pour la fonction. Et pour l'instant, c'est juste une sorte d'observation assez intrigant, je dirais. Alors, dernière chose à retenir pour les domaines de fusion pour les virus enveloppés, c'est que lors de la libération de la particule virale, il y a souvent besoin d'une étape de maturation de la glycoprotéine de fusion, de la glycoprotéine d'attachement et de sa domaine de fusion. Et sans cette étape de maturation, le domaine de fusion ne peut pas fonctionner. Donc, pour le virus de la grippe, on a vu que l'hémagglutinine est synthétisée comme un précurseur, le HA0, qui sera clivé en HA1, bon, tête globulaire, donc domaine d'attachement, et HA2, domaine de fusion. Et c'est une protéase dite trypsinique qui effectue ce clivage. Donc, toutes les cellules du corps n'expriment pas la bonne protéase pour le virus de la grippe. Et c'est un élément très important dans le tropisme du virus pour le tissu respiratoire. Le récepteur du virus de la grippe a une distribution très large dans le corps, dans des molécules avec un acide sialique, mais ce qui l'empêche de se répliquer partout dans notre corps, c'est la nécessité d'avoir une maturation par une protéase dont l'expression est relativement restreinte dans le corps. Pour d'autres virus, bon, bah, le clivage est effectué par des protéases qui sont ubiquitaires, c'est le cas pour le VIH. Donc on a un peu le même schéma, donc on a une précurseur de GP160 qui sera clivé en GP120, le domaine d'attachement sur les cellules, et le GP41 qui est le domaine de fusion. Et pour le virus de l'hépatite C, c'est la même chose. On a initialement un précurseur polypeptidique, capside E1, E2, qui va pour donner des protéines fonctionnelles de capside et des deux glycoprotéines enveloppes. Donc, très important. Ok, donc pour être sûr que tout le monde a compris, là, ceci dit, on a perdu un peu de temps, donc je pense que je vais sauter la question, là, avec cette histoire de gens qui rentrent, qui te... Et donc... quoique, puisque c'est là... Ou alors on va le garder, on va le faire très rapidement, d'accord?
Ok, bon, je vais demander à tout le monde de réagir sur ces différentes propositions. Donc, 1. La fusion membranaire est déclenchée par l'interaction entre le glycoprotéine d'attachement et son récepteur. Qui dit oui? Qui dit non? La réponse recherchée était non, parce que c'est déclenché par autre chose. Il faut l'attachement sur le récepteur, mais ensuite il faut autre chose. Donc c'est pas déclenché que par cette interaction avec le récepteur. Soit c'est l'acidification, soit c'est le corécepteur. Il faut qu'il y ait un deuxième événement. C'était ça le sens de la question. 2. Qui dit oui? Qui dit non? Et la réponse est non. Le petit la complexité dans la question, c'est forte affinité d'interaction. Ça, c'est non. Souvent, ces interactions sont de faible affinité, mais puisqu'on a plusieurs copies de la glycoprotéine d'attachement sur la particule virale, on a une interaction qui est de forte avidité. Mais une seule interaction, ligand-récepteur, n'est pas si fort que ça. Domaines de fusion sont impliqués dans la formation de syncytia. Qui dit oui? Qui dit non? Qui ne sait pas, n'en sait rien? Ouais, ok, la plupart. Mais je l'avais quand même dit, les syncytia, c'est une forme d'effet cytopathogène, c'est un ECP, et typiquement, c'est exactement ça. Ça, c'est oui. C'est lorsque l'on a une infection par un virus enveloppé, que les glycoprotéines d'attachement sur la surface de la cellule infectée, les domaines de fusion peuvent s'activer et c'est ça qui forme les syncytia. Donc ça, c'est oui. Parce qu'on va voir une situation où on a les glycoprotéines d'attachement du virus sur la surface de la cellule qui vont être en contact avec une cellule voisine qui a le récepteur et éventuellement le corécepteur. C'est ça qui permettra de déclencher la fusion, cette fois-ci, entre la membrane d'une cellule infectée et la membrane d'une cellule non infectée à côté. Ça, c'est oui. Et 4, la fusion membranaire est accompagnée de la décapsulation. Qui dit oui? Qui dit non? Et la réponse est oui pour les exemples que l'on a vus. Mais ça dépend de la structure du virus, en réalité. Okay. Donc là, on a fait tout ce qu'on va faire sur l'attachement et l'entrée des virus enveloppés. On va regarder un petit peu comment ça marche pour les virus nus. Donc, 2 exemples seulement. Le premier, ce sont les picornaviridés, représentés par le virus de la poliomyélite et la plupart des rhinovirus qui provoquent des rhumes. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que le virion va s'attacher sur ses récepteurs à la surface, à la membrane plasmique. C'est l'attachement en soi, cette fois-ci, qui va déclencher un remaniement de la structure de la capside. Et on aura la formation d'un pore protéique. Et c'est ça qui va permettre de faire passer l'ARN viral dans le cytosol. On a un peu plus de détails. Le site de fixation du récepteur chez ces virus, chez le picornavirus, c'est formé entre une partie de la VP1, une partie de la VP2, une partie de la VP3. Donc le récepteur va se fixer à la base de la protéine VP1, qui est en vert clair ici, et c'est cette fixation-là qui va induire une modification de la structure de la capside. Donc ce qui va se passer, c'est que les protéines VP1 vont se déformer et les peptides ou les domaines hydrophobes du N-terminus de la protéine VP1 vont se projeter dans la membrane cellulaire, ainsi que les domaines hydrophobes de la protéine VP4 qui sont normalement cachés à l'intérieur de la capside. Donc ces domaines hydrophobes vont s'insérer dans la membrane. Et c'est ça qui va non pas provoquer une fusion membranaire parce qu'il n'y a pas d'enveloppe membranaire ici. On aura juste une pore protéique à travers la membrane cellulaire et le génome viral va y passer. Donc, chez d'autres picornaviridés,
des fois, une internalisation est nécessaire et encore une fois, c'est l'acidification de l'endolysosomes qui va provoquer ces modifications de structure de la capside. Et encore une fois, c'est que les ARN virales qui passent dans le cytosol. Donc ça, c'est un mécanisme d'attachement et d'entrée pour un virus ARN brun plus qui va se répliquer dans le cytosol. Donc tout ce qu'il faut faire, le virus, c'est de faire entrer son génome dans le cytosol. Ça marche. Pour des virus qui se répliquent dans le noyau, ce qui est le cas pour la majorité des virus à ADN, c'est plus compliqué parce que l'objectif, c'est de livrer le génome, non pas juste dans le cytosol, mais de le livrer à l'intérieur du noyau. Ça, c'est pas si facile que ça. Alors, l'exemple à retenir ici pour ça, c'est le mécanisme d'entrée des adénovirus qui va se faire en de multiples étapes. Donc, premièrement, la tête globulaire de la spicule ici va s'attacher sur son récepteur, qui est le Coxsackie Adenovirus Receptor, CAR. Ensuite, la pentone base ici, là, les pentamères à la base de la spicule vont interagir avec des intégrines, qui sont le corécepteur. Donc, les intégrines vont reconnaître un motif en 3 acides aminés RGD, et ce motif est présent sur le pentamère. Donc, interaction entre le pentamère et les intégrines. Et c'est ça qui va déclencher l'endocytose. Ensuite, encore une fois, c'est une modification des conditions à l'intérieur de l'endolysosome qui vont permettre la protéine 6 du virus de s'échapper et de perturber la membrane de l'endolysosome et permettre la sortie de toute la capside dans le cytosol. Et les protéines, les hexones, qui forment la majeure partie de la capside, vont se fixer spécifiquement sur la dynéine. Et c'est ça qui va permettre le virus de prendre les voies de transport intracellulaires sur le réseau de microtubules qui vont ramener la particule virale vers le noyau. Et dans une dernière étape, la capside va se fixer sur les ports d'entrée nucléaires. Donc on a attachement, entrée, échappement de l'endolysosome, emprunter le réseau de microtubules, 4 étapes différentes avec 4 protéines virales qui sont impliquées. Et le résultat final, c'est que l'ADN viral rentre dans le noyau. Donc l'entrée nucléaire, c'est la dernière étape. Oui. Ah oui, j'étais en train de me dire, j'ai oublié de noter ça. J'ai peut-être dans mes notes ici, là. Ah bah voilà. Histone H1 fixe. À vrai dire, je ne pense pas que j'ai noté quelle était la protéine virale qui est responsable responsable du docking sur le port d'entrée nucléaire. Ah oui, si, quand même. Ok. La capside, mais c'est pas, j'ai pas noté précisément quelle était la protéine. Je ne peux pas vous dire si c'est la hexone ou autre chose. Désolé pour ça. Ok, différents mécanismes d'entrée nucléaire. Donc pour certains virus qui ont une nucléocapside suffisamment petit, il y a des signaux de localisation nucléaire dans les protéines de nucléocapside et qui permettent le virus d'emprunter la voie des importines. Donc le nucléocapside viral sera importé dans le noyau comme une protéine cellulaire. Ça marche quand la nucléocapside est petite.
C'est le cas pour le virus de la grippe et pour les parvoviridés. Pour les herpesviridés et les adénoviridés, la capside est trop grande pour passer à travers le port nucléaire. Donc chez les adénovirus, la capside va se fixer sur le port d'entrée nucléaire et ensuite elle est désagrégée. Et donc la capside se désintègre suite à son interaction avec le port nucléaire et ensuite l'ADN passe dans le noyau. Tandis que pour les herpesvirus, c'est uniquement les protéines un peu du col de la capside qui interagissent avec les protéines de port d'entrée nucléaire. Et l'ADN viral est injecté activement dans le noyau. Est-ce que ça rappelle quelque chose? Quelqu'un avec des vagues souvenirs de l'année dernière en microbio, bactériophage? Non? Ah, mais je suis déçu là. Bactériophage T4. On a la queue contractile qui va injecter l'ADN dans la bactérie. Chez les herpesviridés, c'est quelque chose d'assez semblable. Donc on a une capside icosahédrique et ce n'est pas tout à fait symétrique. Parce que sur un des sommets, on a une structure en col. C'est ça qui va s'attacher sur le port d'entrée nucléaire. Et cette interaction va ouvrir ce port dans la capside. Et pareil, on va avoir l'ADN du virus qui entre dans le noyau. C'est une des homologies entre les bactériophages, les codovirales et les herpesvirus qui font penser qu'en fait, il y a peut-être une sorte de super famille virale qui comprend les bactériophages à queue et les herpesvirus. Ok, donc pour résumer, attachement et entrée. Première chose, l'interaction entre le virus et la cellule hôte est médiée entre le protéine d'attachement viral et un récepteur sur la cellule hôte, avec une grande exception, les virus des plantes. Aucun virus des plantes ne dispose d'un récepteur spécifique. Le mécanisme d'entrée est déterminé par la structure de la particule virale. Et pour les virus enveloppés, il y a forcément une étape de fusion membranaire quelque part. Pour les virus nus, non enveloppés, bon, soit on a la formation d'un portail qui va permettre à l'acide nucléique de rentrer dans la cellule, soit à la membrane plasmique, soit à l'entrée du noyau, ou alors la capsule va se désagréger. Et souvent, c'est l'interaction, la spécificité de l'interaction protéine d'attachement viral et le récepteur et les co-récepteurs cellulaires qui détermine le tropisme du virus. Quelles cellules, quels tissus seront infectés dans l'organisme. C'est souvent le cas, mais encore une fois, il y a des exceptions. Comme le virus de la grippe, le récepteur a une expression très large et c'est autre chose qui détermine le tropisme. Ok, donc pour le reste de notre temps aujourd'hui, on va, et aussi le prochain cours, on va se concentrer sur ces deux étapes, réplication et l'expression du génome. Et les mécanismes employés par le virus vont dépendre non pas de la structure de la particule, mais de la nature du matériel génétique du virus. Donc, ça c'est un petit peu une représentation du monde viral selon la classification de Baltimore. Et la taille de la police est proportionnelle au nombre de familles virales dans chaque classe de Baltimore. Donc, globalement, les types de génome viral qui sont le plus représentés sont les virus à ADN double brun et les virus ARN brun plus. Et donc,
pour comprendre ça, ce sont les deux types de stratégies de réplication différentes. Parce que pour les virus à ADN double brin, leur stratégie de réplication, c'est que ils vont se faire passer pour l'ADN cellulaire. Pour les virus à ARN brin plus, leur stratégie, c'est de se faire passer pour un ARN messager. Et cela implique que la réplication virale va avoir lieu dans des compartiments différents. Donc pour les virus à ADN, la grande majorité vont se répliquer dans le noyau. Pour les virus à ARN, la majorité va se répliquer dans le cytoplasme. Mais il existe des exceptions. Donc le virus de la grippe, c'est un virus ARN brin moins qui se réplique dans le noyau. Et comme on va voir, il y a des grands virus à ADN qui se répliquent dans le cytosol. Mais bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est de regarder les virus à ADN double brin et simple brin et regarder un petit peu leur stratégie de réplication. Mais d'abord, je vais vous passer 2 ou 3 diapositives pour vous expliquer pour présenter quelques généralités sur ces différents virus à ADN. Donc, première famille, ce sont les polyomaviridés. Petit virus à ADN, capside icosahédrique nu, génome ADN double brin circulaire, à peu près 5 kilobases en taille. Donc ces virus ont été beaucoup étudiés parce que c'était probablement le type de virus le plus simple, le virus ADN le plus simple qui infecte des eucaryotes, presque. En tout cas, c'était un des premiers découverts. Donc c'était un modèle très simple pour étudier les mécanismes de réplication d'ADN chez les eucaryotes. Alors, le premier virus de cette famille qui est identifié, c'est le virus Simian Vacuolating Virus 40, SV40, et qui était isolé comme un contaminant dans les cellules de rein de singe qui était utilisé pour préparer les vaccins. Et un grand nombre de doses de vaccins ont été contaminées par ce virus. Et c'est quelque chose qui était très inquiétant parce que quand on a injecté le SV40 chez les rongeurs, on a vu qu'il était capable de provoquer la formation de multiples tumeurs. D'où le nom de la famille polyoma, donc multiples tumeurs. Et tous les enfants qui avaient reçu, c'était aux États-Unis principalement, qui avaient reçu des lots de vaccins anti-poliomyélytiques injectables contaminés par le SV40 ont été suivis pour le reste de leur vie. Et fort heureusement pour nous, il n'y a pas eu de incidence de cancer chez les personnes qui avaient eu les lots contaminés. Alors, donc ça c'est un virus simien qui a été ensuite utilisé comme le grand modèle, tout le monde connaît, c'est le SV40. Mais il existe toute une flopée de polyomavirus humains, dont les 2 premiers découverts étaient le polyomavirus BK et les polyomavirus JC. Donc ce sont des virus qui infectent à peu près tout le monde dès la petite enfance. Ils ne font pas très mal, mais ils restent dans un état latent pour le reste de notre vie. Et ils peuvent ressurgir quand on est en condition d'immunosuppression. Si on est greffé d'organes, si on a un sida à stade très avancé, des choses comme ça, ces virus-là peuvent provoquer des problèmes. Donc ça, c'est les polyomaviridés. Les adénoviridés, encore un virus icosahédrique nu, cette fois-ci avec un génome un peu plus long, ADN linéaire, cette fois-ci 30 à 38 kilobases de longueur. 2 sous-familles, les mastadénovirinés et les aviadénovirinés, l'une qui infecte des mammifères, l'autre qui infecte des oiseaux. Le nom du virus, la famille, vient du fait que c'était isolé à partir des adénoïdes de quelqu'un qui avait une infection du voie respiratoire supérieur. Et effectivement, les adénovirus sont des virus qui provoquent des infections respiratoires et d'autres provoquent des infections gastro-intestinales. Donc cette fois-ci, ce sont des virus
qui provoquent des pathologies aiguës, non persistantes, pas capables de latence. Elles sont capables d'infecter des cellules quiescentes, c'est-à-dire des cellules qui ne sont pas en train de se diviser et sont non oncogéniques. Herpès virus, c'est un peu ouais, encore une étape de complexité en plus. Cette fois-ci, capsidicosédrique, virus enveloppé, avec un génome plus grand, là, on commence à être un peu costaud, 120 à plus de 200 kB de longueur. 3 familles, les alpha, bêta et gamma, sous-familles plutôt, alpha, bêta et gamma herpès virinés. Et encore une fois, ce sont des virus qui vont vous infecter dès l'enfance ou éventuellement à l'âge jeune adulte, donner une infection primaire qui va d'apparence disparaître, mais en fait le virus sera toujours présent sous forme latente dans quelques cellules. Et il pourra ressurgir à une date ultérieure. Donc le grand classique, c'est le virus herpès simplex, HSV1, qui va donner une infection primaire, restera latent dans les neurones et qui peut redonner des symptômes quand vous êtes stressé, il fait trop froid, vous avez une autre infection, vous pouvez réactiver l'infection. Et donc, le nom de la famille, herpès virus, c'est à cause de la nature un peu serpentine de ces virus, c'est-à-dire qu'ils vont disparaître dans les herbes et puis revenir plus tard pour vous mordre. C'est un peu ça l'idée. Gamma herpès viriné, ça c'est important, le virus Epstein-Barr et le l'HHV8 sont 2 virus associés au cancer humain. Donc c'est le gamma herpès viriné ont une potentielle oncogène. Et en avant-dernier exemple, les baculovirus. Ça c'est important parce que vous allez les techniquer dans les TP. Encore une fois, Baculoviridés, c'est le nom de la famille, et qui est subdivisé en 2 genres, les granulovirus et les nucléopolyhédrovirus. Donc, ce sont des virus qui infectent les insectes, mais je ne sais pas si ça infecte aussi d'autres arthropodes. Il faut vérifier ça. 2 applications utiles pour nous. Donc, plusieurs différentes espèces de baculoviridés ont été proposées comme insecticides biologiques. Donc, on peut répandre la préparation de baculovirus sur des champs et les insectes, les pestes qui vont ravager les cultures peuvent les manger et puis se faire tuer. Donc, plusieurs produits commercialisés. Et le ACNPV a été développé comme un vecteur d'expression de protéines recombinantes importante en biotechnologie. Alors, cette fois-ci, ce sont des virus avec un nucléocapside hélicoïdal, donc la particule est en forme de bâtonnet, enveloppée. ADN circulaire, 80 à 180 kb de base. Donc, pour comprendre les baculovirus, ou en tout cas la CNPV, petite diapo sur son cycle de vie, entre guillemets. Donc, la larve, ici, la chenille, va manger la matière déposée sur les feuilles de la plante qui est infectieuse. Et la forme infectieuse qui est déposée en dehors du corps de l'insecte, ce sont les particules occludées, c'est-à-dire des particules virales encastrées dans la polyédrine. C'est ce qu'on voit ici. Donc ça, c'est un polyèdre. Donc on a la matière opaque ici, ça c'est la protéine, la polyédrine, et on voit plusieurs particules virales encastrées à l'intérieur de cette particule. Donc ces formes-là sont des corps d'occlusion qui se forment dans le noyau, que l'on peut voir en microscopie optique. Ça c'est très important parce que la polyédrine, c'est ce qui permet à la particule virale de rester infectieuse pendant longtemps en dehors de l'insecte. Donc la polyédrine est absolument essentielle pour la transmission
entre un insecte infecté et un autre. Donc, la chenille va manger les polyèdres qui sont ingurgités dans l'intestin. Le pH alcalin va dissoudre la polyédrine et libérer les particules virales infectieuses qui vont infecter les entérocytes. Et ensuite, pour infecter une cellule, de passer d'une cellule à l'autre, ce n'est pas les formes occludées, encastrées dans la polyédrine qui sont importantes. Ce sont des formes bourgeonnées qui vont être libérées à partir des cellules infectées. Et dernière étape dans l'infection de l'insecte, c'est la destruction du corps de l'insecte par la libération de chitinases et d'autres enzymes qui vont liquéfier le corps de la larve et déposer de la matière infectieuse sur les feuilles. Et dernier exemple, d'un virus à ADN, sont les parvoviridés, les virus à ADN simple brun, donc classe 2 de Baltimore. Et chez les parvoviridés, on a des sous-familles parvovirinés et densovirinés. Ceux qui vont nous intéresser, nous, là, en tant qu'êtres humains, ce sont les parvovirinés, qui ont deux formes, les érythrovirus de genre, parvovirus B19, et les dépendovirus. Alors, les dépendovirus, ce sont les virus adéno-associés, qui ne peuvent se répliquer qu'en cas d'une co-infection par un autre virus ADN. Un adénovirus ou un virus herpès simplex. Et donc, ces virus, les AAV, ont été découverts en co-culture avec des adénovirus. Donc, ici, ce sont les particules virales de notre parvovirus, les AAV, et ça, c'est une capside d'adénovirus. L'érythrovirus, quant à lui, est capable de se répliquer de façon autonome, mais dans un type cellulaire particulier. Et les AAV sont très importants parce qu'ils ont été développés comme vecteurs pour la thérapie génique. Donc, il y a un labo à Nantes qui bosse sur ça. Ok, c'est pas mal d'informations, donc on va voir si vous avez retenu quelque chose. Quels virus ADN peuvent persister sous forme latente? Tout le monde est OK avec ça? Polyomyvéridés, oui. Qui dit oui? Qui dit non? Ouais, c'est oui. Adénoviridés, qui dit oui? Qui dit non? Ouais, c'est non. Herpès viridé, qui dit oui? Ouais, c'est le grand truc des herpès. Pas que le viridé, qui dit oui? Non, finit par tuer l'insecte, c'est une pathologie aiguë, il n'y a pas d'histoire de latence. Parvoviridés, qui dit oui? Qui dit non? Ah, effectivement, j'ai rien dit, mais probablement c'est non. On a plutôt une infection lytique aiguë avec l'adénovirus. Sans l'adénovirus, il ne se passe pas grand-chose. Ok, donc ça c'est l'introduction, différents types de virus à ADN. Bon, maintenant, on va essayer de comprendre comment ils font, mais pas tous ces virus, mais globalement une partie de ces virus, comment ils font pour répliquer leur ADN et exprimer l'ARN messager. Donc, réplication de l'ADN, processus complexe, on a besoin de plusieurs enzymes, ce n'est pas juste un ADN polymérase qui fait ça. On a besoin de ADN polymérase, hélicase, primase, tout un tas d'enzymes. On a besoin de désoxynucléotides triphosphates. Ce n'est pas toutes les cellules qui ont un grand stock
de ces précurseurs, de ces substrats. Et le virus, même si la cellule hôte exprime les enzymes nécessaires pour la réplication de l'ADN et possède un grand stock de DNTP, il faut que le virus dirige les enzymes de l'hôte sur l'origine de réplication virale. Parce qu'initialement, on va avoir un génome viral qui rentre dans la cellule, même si c'est 100 kilobases de longueur, il est noyé dans 3 milliards de paires de bases, soit 6 milliards dans une cellule diploïde. Donc, pour se répliquer efficacement, il faut diriger tout ça sur le génome viral. Ça, c'est un petit peu le problématique de la réplication de l'ADN pour tous les virus à ADN. Expression du génome. Bon, ben, on a besoin d'un ARN polymérase, d'une enzyme pour rajouter une coiffe en 5', éventuellement des facteurs pour l'épissage, maturation de l'ARN. On a besoin de facteurs de transcription pour démarrer la transcription. On a besoin de ces trucs-là. Alors, comment on va faire ça? Donc, différents virus à ADN vont employer différentes stratégies. Et la première question, enfin, le premier facteur qui va influencer le type de stratégie employée, c'est si le virus va se répliquer dans le noyau ou pas. Si la réponse est non, le virus va se répliquer, un virus à ADN qui va se répliquer dans le cytosol. Dans ce cas, le virus doit faire tout pour lui-même. Parce que l'ADN polymérase, l'ARN polymérase, tous les cofacteurs nécessaires exprimés par la cellule sont dans le noyau. Ils ne sont pas dans le cytosol. Donc le virus doit les exprimer par lui-même. Et c'est pour cette raison que c'est seulement les plus gros virus à ADN qui sont capables de le faire. Les poxviridés et les virus géants. Pandorovirus, mimivirus, des trucs comme ça. Très gros génome parce qu'ils doivent coder pour toutes ces enzymes. Bon, donc ça, ce sont les exceptions, les virus ADN qui se répliquent dans le cytosol. Alors, si le virus se réplique dans le noyau, est-ce que notre cellule est en cycle cellulaire? Oui. Donc, on infecte un type cellulaire qui est en train de se diviser en continu. Ben, dans ce cas-là, bon, toutes les enzymes et les cofacteurs nécessaires pour la réplication de l'ADN sont déjà là dans la cellule. Donc le virus, il a besoin de rien faire, il a juste besoin d'infecter le bon type cellulaire et puis son ADN peut être répliqué. Donc ça, c'est le cas pour le parvovirus B19. Donc tout petit virus à ADN simple brun et il va infecter les érythroblastes qui sont tout le temps en train de se diviser. Alors, non. Imaginons que notre virus ADN se réplique dans le noyau, mais la cellule n'est pas en train de se diviser. Ça veut dire que les enzymes nécessaires pour la réplication de l'ADN sont potentiellement présentes, mais elles ne sont pas vraiment exprimées, ou pas sous forme active. Dans ce cas-là, certains virus ADN vont induire le cycle cellulaire chez la cellule infectée. Donc ça, c'est le cas où... Ah, j'ai fait dans le mauvais sens. OK, si on ne le fait pas. Donc, notre virus ADN infecte une cellule quiescente, son ADN rentre dans le noyau, les enzymes nécessaires pour l'expression de l'ARN sont présentes et actives. Donc, OK pour l'expression, ça va. Mais ça veut dire que le virus doit coder pour les enzymes nécessaires pour la réplication de l'ADN de son propre ADN. Donc ça, c'est vrai pour les herpesvirus et les baculovirus. Encore une fois, génome assez grand ici. Et notre dernier cas de figure, on infecte une cellule quiescente, mais le virus à ADN va pousser la cellule d'entrer dans le cycle cellulaire. Et dans ce cas-là, le virus va obliger la cellule hôte à exprimer un ADN polymérase, une primase,
facteur de processivité et tout ça. Et ça, c'est vrai pour la plupart des petits virus à ADN. Polyomaviridés, papillomaviridés, adénoviridés. Et dans ce cas-là, le virus n'a pas besoin de coder pour tous ces facteurs dans son propre génome. Donc ça explique un petit peu, en tout cas pour moi, ça m'aide à comprendre pourquoi tel ou tel virus fait comme il fait. Donc, activation du cycle cellulaire. Pour les polyomaviridés, le SV40, virus JC, virus BK. L'activation du cycle cellulaire est la fonction de la protéine LT, antigène grand T, qui va se fixer sur le P105RB et sur la protéine P53. Donc ça va initier le cycle cellulaire et empêcher l'apoptose de la cellule infectée. Alors, le problème, c'est que lors d'une infection normale, la cellule est permissive, donc le virus peut se répliquer efficacement. Le cycle de réplication aboutit. Et à la fin, la cellule infectée est lysée. Donc il n'y a pas de problème. Le problème peut surgir quand le virus infecte une cellule non permissive, c'est-à-dire que le virus reste à une étape précoce de son cycle de réplication. Donc, il n'y aura pas formation de particules virales, il n'y aura pas lyse de la cellule hôte. Mais on aura toujours l'antigène grand T qui va pousser la cellule infectée dans le cycle cellulaire. Et dans ce cas-là, on peut avoir une transformation maligne de la cellule infectée. C'est ça la base du potentiel oncogène des polyomaviridés. Et normalement, ça se passe quand le virus infecte une autre espèce. Le SV40 provoque beaucoup de tumeurs chez le rongeur. Donc il change d'espèce, il n'est pas capable de se répliquer efficacement, donc il reste bloqué. Donc quand le polyomavirus infecte son hôte naturel, il n'est pas lié au cancer. Il va lyser des cellules infectées et c'est tout. Ça, ce n'est pas le cas pour les papillomaviridés. Le HPV16, HPV35, responsable du cancer du col de l'utérus. Cette fois-ci, ce sont deux protéines précoces qui ont des fonctions un peu analogues à l'antigène grand T. Donc la protéine E6 va fixer sur la protéine P105RB. La protéine E6 induit la dégradation de la P53. Donc pareil, petit virus à ADN, la protéine précoce vont induire le cycle cellulaire et c'est ça qui est lié au potentiel oncogène de ce virus-là. Alors, les adénovirus, même type de topo. Deux protéines précoces qui vont obliger la cellule. Oui. OK. Une cellule permissive, le virus peut se répliquer. Il complète, il aboutit tout son cycle de réplication. Parce que ce sont des virus lytiques. À la fin du cycle d'infection, la cellule infectée sera lysée si elle est permissive. Donc elle ne peut pas provoquer un cancer. Donc cette cellule-là ne peut pas devenir tumorale parce qu'elle est explosée. Mais c'est que quand, lorsque l'infection reste bloquée à une étape précoce, parce que la cellule non permissive, que bon, bah, après, elle peut survivre à l'infection, mais avoir un antigène grand T qui sont intégrés dans le génome. Et en fait, ici, là, c'est ce qui se passe dans les infections à papillomavirus. Il y a une intégration d'une partie du génome, et donc en fait, les gènes tardifs ne sont pas exprimés, il n'y a pas de production de particules virales, la cellule n'est pas lysée, mais les gènes précoces sont intégrés dans le génome de la cellule et sont encore exprimés. Mais il n'y a pas aboutissement du cycle de réplication dans ces cellules. Donc, tous ces petits virus à ADN vont induire le cycle cellulaire. Donc, on a expression de tout ce qu'il faut pour répliquer l'ADN chez les cellules infectées. Donc, ce qu'il faut ensuite, c'est que le virus dirige l'ADN polymérase cellulaire vers le génome viral. Ça, c'est aussi un rôle pour l'antigène grand T chez les polyomavirus.
Donc l'antigène grand T pour ça, il va former deux hexamères qui vont se fixer sur leur origine de réplication virale. Les deux hexamères vont modifier la structure de l'ADN. Il ne va pas vraiment commencer à le déplier, mais c'est plutôt ça qui va recruter la protéine cellulaire RPA qui, elle, va commencer à déplier l'ADN en deux brins simples brins. Et cette activité hélicase, c'est ça qui va permettre le recrutement de tout le complexe d'initiation de la réplication de l'ADN. Et une fois que l'on a ça, bon, on a la réplication de l'ADN qui part dans les deux sens. Et à la fin, les polyomaviridae ont un autre problème parce que leur génome est circulaire. Donc, lorsque notre bulle de réplication de l'ADN avance sur la molécule d'un ADN double brin, on va induire de plus en plus de torsion sur le reste. Et pour relâcher cette tension-là, on a besoin des topoisomérases cellulaires qui permettent de cliver l'ADN sur un brin et libérer cette tension. Pareil, à la fin du cycle de réplication, on aura deux copies d'ADN brun, un double brin, qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Pour les libérer en deux copies séparées, on a besoin d'une topoisomérase qui va permettre de couper deux brins et passer un autre brin d'ADN à travers. Okay, donc, ce sont encore des cofacteurs cellulaires nécessaires pour l'application de l'ADN chez ces virus-là. Alors, les herpesvirus infectent des cellules quiescentes, n'induisent pas la cellule infectée en cycle cellulaire. Donc, ces virus-là doivent coder dans leur génome pour tout un tas de facteurs qui font toutes les autres fonctions nécessaires pour leur application de l'ADN. Donc, en effet, chez l'herpès simplex HSV1, on a des gènes viraux qui codent pour les versions virales de protéines impliquées dans l'application de l'ADN. Tandis que pour les petits virus à ADN, les polyomas et les parvoviridés, on a pour les polyomavirus des antigènes grand T qui vont jouer le rôle de la protéine de fixation sur l'origine et qui vont démarrer une activité hélicase. Pour les parvoviridés, c'est la protéine REP qui fait ça. Donc, puisqu'on a besoin que d'une ou deux activités protéiques, on peut rester avec un petit génome. À peu près 5 kilobases dans les deux cas. Donc, les polyomaviridés ont un génome en ADN circulaire. Et ça marche. Il y a des problèmes parce qu'il y a les deux copies qui vont être collées l'une dans l'autre, mais ça peut se faire. Alors, le problème avec la réplication de l'ADN pour les virus, c'est que la réplication de l'ADN est toujours amorcée par un brin d'ARN. N'est-ce pas? Oui. Et à la fin de la réplication, cette amorce est dégradée. Alors ça, c'est pas un problème pour un génome en ADN circulaire. Parce qu'une fois qu'on a fait le tour de l'ADN circulaire, l'ADN polymérase, il va venir, il va bouffer le reste de l'amorce et il va recopier en ADN pour compléter le cercle. Ça, c'est pas un problème. Pour l'ADN linéaire, c'est un problème. Parce que si on commence avec une amorce en ARN, et ensuite on complète en ADN, à la fin de chaque cycle de réplication, notre amorce sera dégradée. Et on aura le génome qui sera raccourci à chaque cycle de réplication. Donc, chez nous, ce sont les télomères qui sont répliqués d'une façon particulière qui permet de rajouter des copies à l'extrémité de chaque chromosome. Mais les génomes viraux n'ont pas de télomères.
Donc, les génomes en ADN linéaire posent un problème pour les virus. Bon, bah, il y a différentes solutions. Chez les herpesvirus, c'est un peu de la triche parce que directement après l'injection de l'ADN dans le noyau, première étape dans le cycle de réplication, c'est la circularisation du génome. Donc, on élimine le problème. Chez les parvoviridés, ce sont des virus avec un génome en ADN simple brun. Et en fait, les extrémités de l'ADN ou la séquence a une structure de répétition inversée. Donc en fait, les extrémités vont s'hybrider comme ça. Et du coup, l'ADN polymérase cellulaire peut immédiatement faire une copie qui va comme ça. Ensuite, le problème pour le virus, c'est qu'il faut couper ici et redémarrer la réplication. Donc ça, c'est un peu le rôle de la protéine REP qui va se fixer ici. Donc c'est une protéine de fixation sur l'origine de réplication. L'activité endonucléase et hélicase va permettre de couper ici et déplier un petit peu l'ADN viral et permettre l'ADN polymérase cellulaire de compléter le boulot. Donc, structure à l'extrémité de l'ADN qui permet de réamorcer. Pour les adénoviridés, encore une fois, c'est vraiment un grand classique. On échappe du problème de l'amorce en ARN en utilisant une amorce en protéine. Cette fois-ci, c'est la protéine PTP. Il fonctionne comme une amorce. Mais évidemment, une amorce protéique, ça ne peut pas être utilisé par une ADN polymérase cellulaire. Donc du coup, le virus doit coder pour un ADN polymérase viral qui va reconnaître cette amorce protéique. Alors, comment ça marche? Donc l'ADN double brin linéaire des adénovirus est représenté ici. Et l'extrémité 5' est associée avec la protéine PTP. Donc, pour démarrer la réplication, l'ADN polymérase viral va se fixer sur la protéine PTP, va ajouter un cytosine ici sur une sérine de la protéine, et ensemble, cette complexe-là, polymérase PTP, va déplacer un brin de l'ADN à l'extrémité, enfin l'extrémité 5' d'un brin de l'ADN. Donc le cytosine ici va pouvoir s'hybrider avec la guanine qui est en 3' du génome. Et du coup, l'ADN polymérase viral va commencer à synthétiser tout le brin complémentaire. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc le brin qui est déplacé va rester en ADN simple brin et sera stabilisé par une protéine virale qui se fixe sur l'ADN simple brin. Donc à la fin de cette cycle de réplication, on a une copie d'ADN double brin et un bout d'ADN simple brin qui reste tout seul. Ce qui permet de synthétiser un deuxième brin d'ADN, c'est le fait que les extrémités du génome sont complémentaires. Donc, ils vont s'hybrider ensemble et ça va recréer un autre site d'amorçage pour le complexe polymérase PTP. Donc, du coup, le complexe PTP polymérase va se fixer ici et il va synthétiser le deuxième brin. Donc, à la fin, on a commencé avec une molécule d'ADN double brin linéaire, on finit avec 2 molécules d'ADN double brin linéaire. Donc très particulier comme système et pas super répandu. C'est que les adénovirus qui font comme ça. Ok, on va sauter ça parce qu'on doit vraiment avancer
sur contrôle de l'expression des gènes. Donc ça, c'est la première partie. Réplication du génome. Chez les virus à ADN, pratiquement dans tous les cas, je pense même pratiquement dans tous les cas, on a une distinction entre gènes précoces et gènes tardifs. Donc directement après l'entrée dans la cellule, les gènes précoces sont exprimés. Leurs fonctions sont éventuellement de modifier la biologie de la cellule hôte, par exemple en inhibant l'apoptose. L'apoptose, c'est un mécanisme de défense antivirale. Si la cellule peut se suicider avant que le cycle de réplication virale soit accompli, cela épargne l'organisme. Donc c'est une adaptation. Donc pas mal de virus à ADN ont des protéines qui inhibent l'apoptose. Une autre fonction importante sont de contrôler l'expression d'autres gènes viraux et de démarrer la réplication de l'ADN viral. Les gènes tardifs sont exprimés après la réplication de l'ADN viral. C'est la définition d'un gène tardif. C'est un gène exprimé après la réplication. En général, deux fonctions, protéines de structure de la capside, la particule virale, et des protéines impliquées dans l'assemblage, la libération des particules virales. Donc, surtout pour les virus lytiques, il est très important d'assurer que l'on a une expression temporelle qui est contrôlée. Okay? Si on commence à exprimer une protéine qui va lyser la cellule avant d'avoir formé des particules virales, ça ne marchera pas. Donc, on a un contrôle assez strict du timing de l'expression des gènes précoces et tardifs. Donc, on va voir comment ça marche pour les polyomavirus, adénovirus, HSV et le baculovirus. Et je pense que ça va suffire pour tout le monde, largement. Donc, polyomaviridés. On commence par le plus simple. Petit virus à ADN double brin avec l'origine de réplication qui est aussi le site d'initiation de transcription. Donc, à partir de cet ADN double brin, la transcription peut partir soit sur un brin, soit sur un autre brin. Si ça part dans ce sens-là, on aura la transcription des gènes précoces, des antigènes petit t et grand t. Si la transcription part dans l'autre sens, on aura la transcription des gènes tardifs, codant pour les protéines de la capside, VP1, VP2 et VP3. Comment ça marche? Très simple. Lorsque l'ADN rentre dans le noyau, les facteurs de transcription cellulaire SP1 vont se fixer sur la région origine, ou la région de contrôle de réplication et de transcription, et ces facteurs de transcription vont induire la transcription des gènes précoces. Donc, les antigènes grand T et petit t sont les premiers gènes exprimés. Donc, avec l'expression de ces antigènes grand T, ils ont aussi la capacité de se fixer sur cette région d'ADN. Et ils ont une propriété de transactivateur. Donc, ce sont des facteurs de transcription qui vont permettre la transcription des gènes tardifs. Donc, on n'a pas de transcription des gènes tardifs immédiatement parce qu'on a besoin des antigènes T pour permettre cette transcription tardive. Il faut exprimer l'antigène T, c'est ça qui permet la transcription des gènes tardifs. Très simple. Okay? Un seul promoteur qui peut être activé dans un sens ou dans un autre sens. Pour les adénovirus, on a une situation un peu plus complexe. On a un génome plus grand qui comprend plusieurs promoteurs. Donc, le premier en extrémité 5' du génome, c'est le promoteur précoce immédiat. Ensuite, on a différents promoteurs précoces et plusieurs promoteurs tardifs en vert dont j'ai indiqué un seul promoteur tardif majeur. Qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, après l'entrée de l'ADN viral dans le noyau,
ce sont les facteurs de transcription de l'hôte qui vont permettre la transcription au promoteur précoce immédiat. Et c'est ce qui va permettre la transcription du gène E1A. La protéine virale E1A, il va permettre la transcription à partir des autres promoteurs précoces. Mais indirectement, ce n'est pas un facteur de transcription, la protéine E1A. Si vous vous souvenez, la protéine E1A va se fixer sur la protéine P105RB, qui contrôle l'entrée dans le cycle cellulaire. En ce faisant, il va libérer les facteurs de transcription E2F, la protéine P105, et c'est ça qui va activer plein de promoteurs cellulaires impliqués dans l'entrée dans le cycle cellulaire. Vous avez tous fait le cycle cellulaire au premier semestre, n'est-ce pas? Alors, le facteur de transcription E2F sera aussi important pour la transcription à partir de ces promoteurs précoces. Donc, la protéine virale E1A va interagir avec le P105RB, ça va libérer un facteur de transcription cellulaire qui va activer les autres promoteurs précoces. Okay? Donc, on aura transcription à partir de ces promoteurs qui permettent l'expression d'autres gènes viraux précoces. Alors, la fonction de ces différents gènes précoces, ça va être la réplication de l'ADN viral. Je ne sais pas lequel c'est, parmi les E2, les E3 et les E4, mais parmi les autres gènes, ces gènes précoces, on aura l'ADN polymérase, la PTP et la protéine qui se fixe sur l'ADN simplement. Donc on aura la réplication de l'ADN. Et c'est ça qui va permettre l'activation des promoteurs tardifs. Donc plus compliqué. Et on a une sorte de cascade d'événements qui démarre avec la fixation des facteurs de transcription de l'hôte sur un seul des promoteurs viraux dans tout le génome. Et l'expression de la protéine ERA va permettre tout le reste. Quelque chose de semblable chez les herpès virus. Encore une fois, on a 3 types de gènes qu'on va appeler alpha, bêta et gamma, ou précoce immédiat, précoce et tardif. L'expression des gènes alpha est contrôlée par une protéine virale, la VP16 ou l'alpha-TIF. Encore une fois, c'est pas un facteur. Enfin, il se fixe sur des facteurs de transcription cellulaire. Il a un domaine de activation acidique qui le rend très fort. Parmi les protéines alpha, on a la protéine alpha 4 qui, lui, est un facteur de transcription virale qui va permettre d'exprimer les gènes précoces bêta. Les gènes bêta, c'est tous les gènes impliqués dans la réplication de l'ADN viral. Et c'est cette réplication d'ADN viral qui va permettre l'expression des gènes tardifs. Et encore une fois, une cascade d'événements initiés par l'activation des premiers promoteurs. Alors, il y a un problème ici. On a l'expression des premiers gènes viraux qui va dépendre d'une protéine virale. Alors, comment elle est là, la protéine virale, si on n'a pas exprimé un gène avant? Quelqu'un a une idée pour ça? Je vais dessiner notre structure des herpès virus. Capside, enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là? Entre la capside et l'enveloppe, on a la matrice. La matrice. Lorsqu'on a fusion membranaire, deux choses rentrent dans la cellule infectée. La capside avec l'ADN viral et les protéines matrices. BP16, c'est une protéine de matrice. Donc en fait,
la particule virale apporte avec elle cette protéine virale qui est nécessaire pour démarrer l'expression des gènes précoces immédiats. C'est une protéine virale de matrice qui démarre le cycle qui démarre l'expression des gènes viraux. Dernier exemple, les baculovirus. Et ça, je pense que c'est important pour tout le monde de le comprendre, et notamment avec les timings, parce que ça va être important pour interpréter les résultats en TP, ça. Alors, si je me souviens bien, c'est encore une histoire où on a des facteurs de transcription cellulaire qui vont induire l'expression des premiers gènes viraux. Cette fois-ci, il n'y a pas d'histoire de matrice, tout ça. L'ADN viral rentre dans le noyau, c'est le facteur de transcription cellulaire. Et on a trois gènes, trois gènes viraux qui sont exprimés, IE1, IE2 et paradoxalement IE0. Pourquoi ils n'ont pas appelé IE3, je ne saurais pas vous dire. Alors, ces protéines virales-là, il faut que je regarde parce que j'ai un petit peu oublié. Ah, c'est ça. Oui. En effet, ce sont des facteurs de transcription viraux qui vont permettre l'expression des autres gènes précoces. Donc, les autres gènes précoces, ce sont des gènes impliqués dans la réplication de l'ADN, ADN polymérase, hélicase. P35, c'est une protéine qui va inhiber l'apoptose de la cellule insecte. Et les facteurs d'expression tardifs, late expression factors, ceux qui forment curieusement une ARN polymérase virale. Donc, pour l'expression des gènes tardifs et très tardifs, on a des promoteurs viraux qui sont transcrits avec un ARN polymérase virale. Donc, c'est un autre système. Donc, l'expression des gènes tardifs démarre après la réplication de l'ADN viral, qui est 6 à 20 heures post-infection. Et ça va permettre, bon, c'est la nucléocapside, c'est la glycoprotéine d'enveloppe GP64, et avec l'ADN, avec la nucléocapside, avec les glycoprotéines surface, on peut libérer des particules virales entre 20 à 72 heures post-infection. Dans un puits en culture, ça va infecter toutes les autres cellules dans le puits. Les protéines très tardives, ou les gènes très tardifs, sont exprimés à partir de 72 heures à post-infection. Ça, c'est la polyédrine. Et ça va permettre de former les particules occludées. Et éventuellement les enzymes qui sont nécessaires pour détruire l'insecte infecté. Donc, c'est les dernières étapes dans l'infection de l'insecte. Donc, ici, quand on raisonne ça au niveau de l'organisme infecté, les gènes tardifs permettent de libérer d'autres particules virales qui vont infecter le reste de l'insecte. Et les gènes très tardifs, ça, c'est pour former des particules qui vont persister après la mort de l'insecte et les enzymes qui vont la tuer. D'accord ? Donc, pour la culture cellulaire, pour le développement de ces vecteurs comme vecteurs d'expression de protéines, on a remarqué que, en fait, la polyédrine, c'est super fort. Le niveau d'expression dans les cellules d'insectes infectés, ça peut être 10%, 20% de la protéine totale de la cellule. Donc, les gens se sont dit, ben voilà ce qu'on va faire. On va mettre notre gène que l'on veut exprimer à la place de la polyédrine. Et pourtant, notre virus, il peut se répliquer en culture cellulaire parce que ça ne va pas empêcher la formation de particules bourgeonnées. Donc, un vecteur d'expression virale chez les baculovirus peut toujours se répliquer en culture cellulaire. Parce qu'on a remplacé une des gènes très tardifs qui est nécessaire uniquement pour être transmis d'un insecte à l'autre.